Et tout d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cet après-midi, alors qu'il fait très chaud dehors. Là, vous allez vous rafraîchir. Je vous remercie pour deux raisons. Premièrement, pour moi, personnellement, bien sûr, ça fait plaisir de vous voir, mais également aussi pour ces dames, et principalement ma mère. Donc, tout d'abord, pourquoi vous êtes venus? Bon, c'est un petit livret qui a été édité par l'écrit en caution entre Christine et Madame Harold Louisette. Donc, c'est le fruit de leur travail et le fruit de leur mémoire. C'est ce qu'il faut dire aussi, c'est le fruit de leur mémoire. Mais pour ce faire, je vais passer la parole à Christine qui va vous présenter au départ. Merci d'être venus si nombreux. C'est vrai qu'on manque de chaises, on manque peut-être un peu de place, mais c'est bien. Ça veut dire qu'on est nombreux à venir rendre hommage à Louisette qui vient de fêter allègrement ses 90 ans. Elle a eu 90 ans. Il y a quelques jours, donc Louisette, pour tous ceux qui sont natifs de Banyuls ou natifs de Banyuls, comme pour les autres, Louisette est une figure de Banyuls-sur-Mer. Elle est née en 1928, elle est issue de la famille Santaine. Qui ne connaît pas la famille Santaine à Banyuls? C'est un petit peu comme les Retsch, hein. Collioure, ah oui. Mais ça, il ne faut pas le dire, vous allez je suis fière. Et donc, en fait, Louisette, donc, ça fait 90 ans qu'elle habite à Banyuls. Elle a juste dû quitter Banyuls durant quasiment une année parce que eh bien, les Allemands étaient là et ils avaient obligatoirement vidé le village. Hein. C'est le seul moment où elle est partie. Tout le reste du temps, ben, elle habite à Banyuls. Elle a épousé un Banyulin, Marc, qui est parmi nous. Et puis elle a fait sa vie, elle a travaillé au laboratoire Arago, et puis maintenant elle est à la retraite, elle s'occupe de son mari et de ses arrière-petits-enfants quand ils viennent. Et ils viennent souvent. Et donc en fait, Louisette, maintenant que 90 ans ont passé, ben, quand elle se retourne, elle est toujours à Banyuls, mais c'est peut-être plus vraiment le Banyuls qu'elle a connu, hein, qu'elle voit aujourd'hui. Et son idée, ben, c'était de nous raconter à nous, qui n'avons pas connu, le Banyuls, on va dire, des années 30 aux années 50, c'est-à-dire le Banyuls de quand elle était jeune, hein, quand elle avait de 10 à 30 ans à peu près, hein, ce Banyuls qui ne fonctionnait pas comme fonctionne celui d'aujourd'hui. Alors, elle m'a contacté en me disant, Christine, j'aimerais écrire mes souvenirs sur les commerces banyulins, mais je voudrais que tu me le réécrives et que tu fasses une conférence comme tu sais les faire. Bon. J'avoue que j'étais flattée, mais très embêtée, parce que ce qui est intéressant, c'est parce que moi, j'ai compris des souvenirs de Louisette. Ce sont les souvenirs de Louisette. C'est pour ça que j'ai dû négocier, parce que je n'ai pas toujours savais quoi. Donc j'ai dû négocier avec Louisette pour lui dire que non, c'était pas à moi à réécrire, c'était pas à moi à présenter les choses, c'était à elle, à vous livrer les souvenirs tels qu'elle les avait. Et c'est donc comme ça qu'elle a sorti donc, ce livret. Alors moi j'ai participé parce que j'en ai fait la mise en page et la mise en forme, hein. Mais vous verrez, ce livret donc est en deux parties. Une première partie où j'essaie d'expliquer très rapidement un petit peu tous les bouleversements économiques qui font que Banyuls s'est passé, on va dire, de la période moderne, hein, c'est-à-dire d'une période de la période de Louis XIV en gros, hein, avec des contrebandiers, avec des paysans, à ce qu'on appelle le Banyuls moderne, c'est-à-dire le Banyuls de l'industrie, de l'entreprise, le Banyuls qui a commencé, on va dire, à émerger à partir du Second Empire, donc à partir des années 1850. Et donc c'est à la fin de cette période qu'arrivent les souvenirs de Louisette. Donc dans la première partie, j'ai essayé d'expliquer, mais vraiment très très succinctement, un petit peu tous les bouleversements que connaît le village. Et dans la deuxième partie, vous avez le témoignage de Louisette. Alors ce témoignage, comme vous le verrez, je n'ai rien changé, c'est-à-dire que patiemment, Louisette s'est mise à sa table de travail, et puis elle a écrit des pages et des pages. Et moi, je n'ai fait que recopier ces pages en les laissant telles qu'elles les avaient écrites, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est ce que Louisette a à nous dire. Et donc, moi, je m'arrêterai ici parce que je n'ai plus rien à vous raconter. Je vais maintenant lui laisser la parole. Je pense que je vais rester assise parce que mes jambes ont 90 ans aussi. Je veux remercier tout d'abord Monsieur le maire pour nous avoir accueillis si gentiment dans la mairie. C'était un lieu que je voulais, qui était vraiment banyulin. Ah oui, pardon. Je veux remercier également Christine pour tout ce qu'elle m'a apporté dans le livre. Je voudrais aussi remercier mon fils
qui s'est vraiment donné là-dedans, qui m'a aidé dans la mesure du possible, par la mémoire, parce que je ne me rappelle pas. Mais bon, alors je voudrais remercier tout un tas de... Et Marc. Ah, et Marc, ça, il n'a pas besoin que je le fasse, il le sait. Il y a 72 ans que je le remercie. Parce que j'ai 90 ans, mais 72 ans de mariage. Alors, je pense que je vais commencer par vous mettre un peu dans l'atmosphère de ce qu'était Banyuls à l'époque. Donc, Banyuls était un village charmant, comme toujours. Donc, je suis très fière. Merci. Je dois le faire souvent. Et puis, Banyuls, par exemple, n'avait pas l'égout, n'avait pas l'eau à l'évier. On avait cherché. Il y avait quand même le projet communal qu'on appelait de l'eau, on allait dans les pompes. Pour jeter. On allait à la mer, alors là c'était très typique, parce que je ne sais pas s'il y en a ici qui s'en rappellent, mais ces dames faisaient de grands discours. Le catalan, il bouge toujours, quand il parle aussi bien avec les mains qu'avec la langue, et bien, il y avait des émanations qui n'étaient pas très bonnes. Mais en fait, c'était bon, c'était un peu partout, hein. Il n'y avait pas que quand même Banyuls, il y avait dans d'autres villages. Mais en fait, moi j'ai vécu ça. Ensuite, donc, il y avait quand même des animosités comme dans tous les villages, mais on était quand même très solidaires les uns des autres. Quand il y avait un malheur dans les familles, tout le monde était là, on s'aidait. Et le soir, par exemple, moi je me rappelle, nous prenions le frais, chacun sa petite chaise, nous descendions en bas dans les quartiers. Et à l'occasion de ces réunions dans le quartier, je vais remonter très loin, mais je tiens à le dire, parce qu'il y a des gens qui ont connu la personne à qui c'est arrivé, quand je dirai le nom, ils diront oui, en 1913. Donc il y avait à ce moment-là des marchands ambulants, il y avait des paraplujaires, il y avait des rémouleurs, il y avait les biscuits de Saint-Paul qui descendaient, et tout un tas de choses. Donc, à ce propos de 1913, vous connaissez Papette. Hein, il y en a beaucoup qui connaissent Papette. C'est celui qui apprenait à danser le bal des rosières à plusieurs générations. Bon, donc, à ce temps-là, il y avait un paraplujaire. Et il passait, réparait les parapluies et tout. Bon, vient la guerre de 14, le paraplujaire disparaît et Papette est lui mobilisé pour la guerre de 14 comme tout Français. Et il est fait prisonnier, il revient, et là justement, en prenant le frais, un jour, il nous dit Maïnal, les enfants, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Figurez-vous que j'ai été fait prisonnier de guerre et que nous étions dans un camp. Un jour, il y a eu plusieurs officiers allemands qui sont arrivés, qui nous ont fait mettre en ligne tous et nous ont fait un speech sur les lois, sur tout ce qu'on devait faire dans le camp. Et, bon, il a parlé peut-être 1 heure ou ça, je ne m'en rappelle pas, mais au moment donné, il nous dit, bon, maintenant, chacun reprend sa baraque. Et à ce moment-là, on me tape sur le dos. Et on me dit, passe bien, Papette, tu vas bien, Papette. J'ai fait un bon. Je lui dis, mais, et ta femme, Marie-Oulier, elle porte toujours le journal. Et elle abîme les parapluies. Alors il dit, mais, et en catalan. Et alors, dis-moi, j'allais lui répondre en français, mais non, il lui a dit, parle-moi en catalan. Et c'était le paraplujaire qui passait dans tous les villages, qui était un espion allemand, et qui s'est trouvé commandant du camp où était Papette. Et ça, je pense qu'à Banyuls, actuellement, bon, il y avait Yves, son neveu, Yves Retsch, que beaucoup ont connu. C'est le grand-père d'Yves Retsch, hein, ce monsieur.
Donc, Iveretch, encore peu de temps avant qu'il meure, on en a parlé. On a parlé d'ailleurs de deux choses. Donc, voilà. À ce moment-là, bon, il y avait ça. Ensuite, bon, les gens sont revenus de la guerre de 14. Ça s'est développé un petit peu. Il y avait alors, il s'est fait beaucoup de commerces. D'ailleurs, pendant la guerre, les femmes avaient pris des commerces pour pouvoir vivre, hein, puisque, bon, ici, il n'y avait pas grand-chose d'autres à faire. Il n'y avait pas d'industrie, rien du tout, quoi. Enfin, ici, il y avait qui travaillaient. Mais, bon, donc, les commerces se sont un petit peu amplifiés, bien qu'il y en avait déjà pas mal. Ensuite, si vous voulez dire, avant d'entreprendre, oui, il y a alors une autre chose que je tiens à dire, parce que ça m'a fait assez de mal à l'époque. Bon, ça c'est pas... Alors, je saute de la guerre de 14 à la guerre de 39. Enfin, non, 42. Nous avons été occupés par les Allemands en 42. En mars 43, comme souvent, nous avons eu une tempête terrible. Sa fille par là. Bon, alors, il y avait une tempête terrible. Et à 7h30, des ouvriers du laboratoire Arago sont allés prendre leur travail. Et nous avons été occupés le 11 novembre 1942. J'étais à Perpignan quand c'est arrivé. Je les ai vus arriver. Et donc là, ils ont armé le village. Et ils ont mis une batterie au bout de la jetée. Et les habitants de Banyuls ne pouvaient pas se rendre même au monument aux morts parce qu'ils avaient mis des gros cerceaux de barbelés. Bon, ce jour-là, donc, il y a la tempête. Il y avait 4 Allemands qui étaient de garde parce que c'était nuit et jour à la batterie du fond de la jetée. Et les vagues passaient par-dessus le monument aux morts. Donc, le monsieur en question du laboratoire Arago, que je nommerai, voit arriver un soldat en courant qui tombe. Alors, lui, sa première chose, c'est d'aller chercher un bout, qui est une corde, en termes maritimes, on dit un bout. Il est allé chercher un bout au laboratoire Arago. Il a dit à ses deux copains, c'est-à-dire il y avait Sébastien Matteux, qui est mort maintenant, père d'Alice Matteux, et l'oncle d'André Colomine, qui était avec lui, et il leur dit, bon, moi je vais me pencher, mais tenez-moi, il jette le bout, et il a réussi à le lancer jusqu'où était le monsieur, qui était tombé parmi les barbelés, et qui est sorti, je ne vous dis pas comment, hein, et il l'a tiré. Et pendant ce temps, il y en a eu un autre qui est sorti de derrière le monument aux morts, qui lui est allé à la mer et encore perdu. Donc, il sauve ce monsieur. Et il l'amène là, et les Allemands avaient réquisitionné le Grand Hôtel, comme toutes les belles demeures de Banyuls. Donc, ils s'étaient installés au Grand Hôtel. Et quelqu'un, je crois que c'est l'oncle d'André, est allé de suite avertir qu'on venait donc de ramasser un soldat dans un piteux état, parce que les fils de fer barbelés avaient fait leur effet. Et donc ils tirent, ils le sortent, bon, ils ont fait venir une ambulance, enfin ils ont fait venir. Et j'ai un témoin, c'est Albert Sagols, qui se trouvait, qui a suivi le commandant, qui était donc au Grand Hôtel. Il a suivi le commandant, donc il a vu la scène. Et le commandant se tourne vers les gens qu'il y avait et dit, qui a sauvé mon soldat? Alors il dit, ben, c'est moi. Il dit, bien, eh bien monsieur, vous pouvez me demander ce que vous voulez et je vous l'accorderai. Et lui, spontanément, avec son grand cœur qu'il avait, dit, j'ai 2 camarades qui sont prisonniers de guerre, je vous demande de les renvoyer. Il dit, vous avez sauvé un homme. Donc, ça voulait dire, j'en sauve qu'un. Mais fait, bon. Donc, cet homme a été sauvé. Et ce monsieur s'appelle François Retsch. C'est le père du notaire Bernard Retsch, qui est venu 1 mois et demi après.
qui est l'oncle d'Ivretch aussi, qui m'a dit, donc il était allé le recevoir au pied des escaliers 19 degrés. Bien, parce qu'ils n'étaient pas trop bien avec son père. Et le monsieur qui a fait tout ce sauvetage, c'est Michel Galango, du laboratoire, auquel j'ai une estime inouïe, et je n'oublierai jamais le geste qu'il a fait. Et il me l'avait raconté comme ça, parce que bon, moi je ne le trouvais pas. Hein. Et pour vous dire ce qui me fait vous expliquer ce cas, c'est parce que la population, le jour du sauvetage, ça fait un cri dans tout Banyuls, évidemment. Il avait sauvé un soldat allemand. C'était un collabo. Voilà l'opinion de certains Banyulais. Eh bien, moi, j'ai combattu tout le temps contre ça. Parce que ce monsieur, non seulement il était marin, donc un marin à la mer, ça se sauve, et puis c'était un homme de grand cœur. Hein. Et ça, sa fille, elle peut être fière d'avoir eu le père qu'elle a eu. Hein. Parce que les gens qui l'ont connu dans le labo, lui ont gardé quand même toute leur estime. Hein. Ça. Et je tenais à remettre, disons, la chose en place, puisque l'occasion, je peux juste intervenir. Je peux juste intervenir? Oui, merci. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que cette histoire est très très intéressante, et puis surtout, on nous raconte une chose, c'est l'altruisme. C'est-à-dire comment un homme, sans réfléchir, voit un autre homme à la mer et le sauve, malgré le fait que la guerre les oppose. À ce moment-là, ça ne compte pas. Et donc, c'est vrai que, étant aussi membre du Souvenir français, l'association Souvenir français, comité de Banyuls-sur-Mer, on se disait que ce serait pas mal de mettre ça dans un coin, et puis de penser à Michel Galango le jour où on ouvrira un nouveau quai à Banyuls, pour lui donner un nom. Oui. Parce que je pense que, comme le disait Tristan Bernard, donner son nom à une rue, quoi de plus beau et de plus motivant pour les générations qui vont nous précéder. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le geste qu'a fait M. Galango pourrait être donné en exemple aux générations futures. Voilà. Mais lorsque la population, après, un mois et demi après, a vu arriver François Retsch et qu'il a su le pourquoi, alors là quand même, ils ont changé d'avis. Mais en fait, leur premier prix, c'est un collabo. Ça, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Voilà. Bon, alors là, maintenant, eh bien, on va partir vers les commerces. Alors, on va partir un peu de la rue Basse-Terre, où il y avait, d'ailleurs vous la verrez il y a une photo, c'est la boucherie Rossel, le papa, c'était Gaston Rossel qui était très connu dans Banyuls, son frère Pierre qui malheureusement a été tué à Dunkerque en 1939. Donc, ensuite, il y avait justement la librairie, en suivant, il y avait la librairie de Germaine Retsch, de Papette, la fille du fameux Papette. Ensuite, il y avait la maison Cabotte, Ephraim Cabotte qui faisait son vin, mais dans la petite rue derrière, et bien là où il y a maintenant, c'est la vieille cave, non? Bien, hein? Donc, voilà. Alors là, il faisait son vin et il le négociait, donc sur le devant. Au premier étage, il y avait une coiffeuse, Madame Badi. Madame Badi était la femme d'un ancien combattant de 14 qui avait été trépané, ou je ne sais pas, en fait, qui était très, très malade. Donc elle était coiffeuse, elle a été ensuite remplacée par une autre qui s'appelait Madame Grand, qui était la femme de l'employé de gare qui lui faisait partie des trucs de la libération, enfin après, ensuite, donc, ça s'est arrêté à Madame Grand. Ensuite, à côté, il n'y avait pas la pharmacie encore de la plage. Hein. Elle était dans la rue Saint-Pierre. C'est M. Massotte qui l'a construite pendant la guerre et qui s'est installé là-bas. Pardon. Et donc, ensuite, là, il y avait au magasin Tati. J'ai appris que, mais ça je l'ai appris après le livre, et moi je ne l'ai pas connu, je connaissais le monsieur, mais pas qu'il était coiffeur. Monsieur Jonca, dont sa belle-mère
avait une épicerie en haut, vers la rue Richelieu, vers Cadoune. Et moi, je connaissais ce monsieur, puisque travaillant chez Pomine, nous, on allait lui faire des courses. Et donc, je voyais ce monsieur, qui très gentil, qui nous parlait, je ne sais pas si sa petite fille est par là, non. Et donc, mais je ne savais pas que c'est lui. Donc, après, il y a eu Calcine. Monsieur Calcine, qui était marié avec une fille Biles, Thérèse, qui a encore les deux sœurs ici. De toute façon, il y en a une qui est morte, Thérèse est morte. Mais Calcine, Titao. On les appelait dans le Titao. Bon. Après, il y a la petite rue, on passait. Là, il y avait une boucherie qui était, mais alors, reluisante, hein, blanche et rouge, comme on faisait dans les boucheries. Blanche et rouge, il y avait des gigots, il y avait des agneaux entiers qui pendaient. C'était la famille Terradé-Soubiel. La descendante est Madame Brimont. Et, voilà, c'est la descendante. Ensuite, il y avait le garage avec la pompe à essence de M. Julia, qui était là à côté du café Henri. Chose que maintenant, on ne supporterait pas. Hein. Et bien là, on faisait l'essence pendant que les gens sirotaient un café, ou personne ne disait rien. Le fait qu'il n'y avait pas les voitures qu'il y a actuellement. Bon, ensuite, il y a eu chez Vidaille, Henri Weiss, dont le café, ses grands-parents l'avaient, son père l'a pris. Quand à la guerre, il a été fait prisonnier de guerre, c'est le père de l'ancien maire, M. Jean Red, avec sa mère, qui en ont pris la gérance. Il faisait bar tabac. Ensuite, on passe à la rue Saint-Sébastien. On avait le restaurant Homs, qui était l'oncle justement de Madame Red, Henriette Tramont, qui était un très très bon restaurateur, connu dans tout le département. Parce que moi j'ai connu des gens à Arles-sur-Terre qui m'ont vanté le restaurant de chez Homs. Après, il y avait le café Sermé. Alors là, le café Sermé avait été le café Forgas. Et le café Forgas existait depuis un moment, puisque le frère à maman, mon oncle, qui a été tué à la guerre en 1914, était garçon de café. Et 2 ou 3 personnes, dont une qui était sortie avec mon oncle, je ne savais pas, je l'ai appris, elle avait 70 ans ou 80 ans. Elle me dit, tu sais, Nine, j'aurais pu être ta tante. Ah bon? Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit oui, parce que, tu sais, les gens qui avaient le café Forgas, ils n'avaient pas d'enfants. Et ils aimaient beaucoup ton oncle. Et il lui avait dit, eh bien, Augustin, quand tu reviendras de la guerre, on te donnera le café en gérance. Ma grand-mère me l'avait dit, mais cette dame et une autre me l'ont dit aussi, ça m'a fait plaisir. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas produit. Donc ça a été remplacé par M. Sermé. Et dans ce café, j'ai assisté plusieurs fois, avant la guerre, hein, ça, avant la guerre, les artistes venaient à Port-Vendre, embarquer pour aller en Algérie, présenter leur numéro d'artiste. Donc, pour peupler leur soirée, ça leur faisait toujours un gain de plus, et animer Banyuls, ils venaient et ils faisaient tout un tas de choses. Alors, magicien, quand on prenait l'alliance à une personne, il l'écrasait bien, il montrait qu'elle était toute heure, et puis après il le rendait. Enfin, par exemple, à Pierrot Figuère, que tout le monde a connu, l'ancien instituteur, il l'a fait mettre entre 2 chaises, comme ça, la nuque et les pieds aux chaises. Il lui a mis une grosse liose dessus, et d'un coup de marteau, il lui a cassé dessus. Et Pierrot n'a pas bougé. Et il s'en rappelle, quand on lui a dit, ça t'a fait pas du tout. Fait bon, des numéros comme ça. Ensuite, après Sermé, il y a une autre petite rue, et il y avait le parent de Noël Homs, Consoleil. Sagols? Hein? Sagols? Non.
Noël Holmes. Oui. Le père de Jeannette. En 6h. En 6h. Non, mais de En nom. six- Voilà, en 6h. Voilà. Ça, c'est le surnom. En 6h, un surnom. Ah, ça, c'est le surnom, oui. Un surnom, pardon, oui. Donc, en 6h. Là, les pêcheurs se réunissaient en attendant d'aller à la mer, ils discutaient du beau temps, des sardines, des filets, ils prenaient un café, ils y restaient des fois toute la soirée, mais avec un café, c'est pas comme maintenant. Bon. Et, oui. Après, il y avait les docks méridionaux. Oui. Alors là, il y avait M. Pérignou, qui était le roi du ballet. Moi, je l'appelais le roi du ballet. Parce qu'on ne voyait pas ni un mégot devant son trottoir. Il était tout le temps en train de balayer. Et j'étais copine avec sa fille Cyprienne, qui allait après au Bourré. Donc, j'étais bien avec elle. Et d'ailleurs, j'avais mangé chez eux. J'étais très très bien. Mais toujours, je lui disais, bonjour, monsieur le roi du ballet. Bon, ensuite, il y avait Georges Barbe. Là où est... Qu'est-ce que c'est qu'il y a le corsaire, non? Le blablabla. Le blabla. Blablabla, voilà. Là, c'était très étroit. Et c'était deux femmes, deux sœurs, qui le tenaient. Louise et... Rose, la Rose. Hein? Et Rose. Voilà, Rose et Louise. Et puis il y avait Georges Barbe, qui était le fils de Louise et le neveu de l'autre. Et donc là, alors quand on rentrait, là, l'impression qu'encore je garde, c'est l'odeur d'anisette, la fumée de cigarette, parce que c'était très étroit. Et alors il y avait juste des tables comme ça, et puis dans le fond. Et quand on rentrait, cette odeur d'anisette et de fumée, vous prenait à la gorge. À côté, il y avait un petit coiffeur qui s'appelait Tourné, le monsieur Tourné, dont son frère était en haut de la rue. Et donc, ensuite, il y avait la Marenda. Alors, la Marenda avait été un magasin de vêtements tenu par un monsieur Marty. Moi, je n'ai pas connu, mais enfin, je suis sûre. Et c'est après M. Colomé, le père de Dédé, qui l'a pris avec la fille de l'ancien maire Azéma, André Azéma. Là, il y a des photos, d'ailleurs, je crois là-dessus. Il y a une photo là-dessus. Et ça a tenu jusqu'après la guerre. Ils ont tenu ça jusqu'après la guerre. Et après la guerre, c'est M. Azibert, le patron de la cave Bartissol, qui l'ont acheté et qui l'ont donné en gérance à M. Balança, le père de ma petite Danielle. Et donc, et ils l'ont eu, M. Balança l'a eu jusqu'à ce que s'ouvre le club Suze au Majrech, où il a été, comme c'était un toque blanche, il a été demandé là-haut aussi. Et c'est un monsieur Grand, je pense, qui était grand d'ailleurs, sa femme le tenait et lui travaillait à Bartissol. Et après, alors ça a été, bon, les gens qui l'ont vendu il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, j'oublie plus les noms de maintenant que ceux d'avant. Bon. Donc là, après, nous passons sur la place. Alors sur la place, il y avait Mestre, mais qui était tout petit, hein, la quincaillerie, il y avait le coiffeur, Solane, et il y avait une épicerie, Jules Retsch, le grand-père d'Arlette Retsch. Il y avait Jules Retsch. Et cette dame, alors cette épicerie, la vitrine, c'était la gourmandise des enfants. Nos parents, avant, on n'était pas riches, on nous donnait 5 sous, 10 sous. Et le dimanche, nous allions chez Jules. Et toute la vitrine était pleine de réglisse, bâtons de réglisse, rouleaux de réglisse, des bonbons. Et elle, Madame Retsch, qui déjà avait un certain âge, quand on rentrait dans l'épicerie, là il y avait le comptoir, elle était assise là, entre la vitrine et le comptoir. Alors bonjour Nine, combien de sous tu as aujourd'hui? Ah, eh bien 5 sous, 10 sous. Ah, ben t'es. Alors elle nous guidait, elle nous disait, tu vois, avec ce que tu as, tu peux avoir telle et telle réglisse.
C'était la joie de tous les enfants de Bagnoul. À côté, il y avait la Rouennette. Alors là aussi, j'ai une histoire. Les demoiselles Rouennette, elles, c'était un bazar, de la laine, des articles de pêche. Et en vitrine, il y avait ces jolies boules qui nous enchantaient. Vous savez que quand on bouge, il y a des paysages, de la neige. Pour nous, c'était merveilleux. Et de temps en temps, elle nous permettait d'en prendre une, en étant elle à côté. Donc, ces demoiselles Rouennette vendaient de la laine. Une année, je voulais à Noël une poupée. Mais la pêche avait été mauvaise, et vous savez qu'ici, les gens, c'était des vignerons pêcheurs. Quand la pêche marchait mal, alors maman me dit non, je ne peux pas te racheter, j'avais 7 ans. Et j'ai fait une scène, j'ai même tapé du pied. Alors ma grand-mère, pauvre femme, qui me dit ne pleure pas, nous allons descendre toutes les deux et je vais t'acheter une poupée. Alors nous allons chez les demoiselles Rouennette. Et comme maintenant il y a les Barbies, à l'époque, il y en a beaucoup qui en avaient, il y a les poupées en celluloïd, qui étaient blondes, brunes, tout ça. Bon, mais c'était toutes nues. Alors bon, donc, on rentre et on va acheter cette fameuse poupée. Donc, on est contente, tout ça, et ma grand-mère me dit, eh bien allez, j'avais 7 ans, mais elle me dit, je t'apprendrai à tricoter, nous l'habillerons. Et les demoiselles Rouennette, donc c'était deux, évidemment, dont la plus petite, bien la catalane, s'en va dans le fond du magasin. Et elle revient avec une bourse comme ça, pleine. Bon. Elle me dit, tiens, puisque tu veux habiller ta poupée, ça t'ira très bien. J'ouvre, et il y avait plein de pelotes de laine, comme ça, de toutes les couleurs. Ces pelotes, ça montre la solidarité, étaient que quand les gens tricotaient des pulls verts, ce que tout le monde faisait à l'époque, il restait des fois 3 quarts de pelote de laine. Ils gardaient chez eux, beaucoup, hein, peut-être pas tous, mais beaucoup le faisaient, gardaient une pelote de laine pour repriser le pull vert, et le reste, ils le portaient chez Mademoiselle Rouennette, parce que Mademoiselle Rouennette, quand une famille achetait par exemple 5 pelotes, et qui disait, oh, ça me ferait juste peut-être, hein, elle leur disait, ne t'en fais pas. Elle allait chercher les petites pelotes, et elle leur disait, ça t'évite d'en acheter une entière. Et donc moi, j'ai eu droit à ces fameuses pelotes. Et je leur ai sauté au cou tellement j'étais contente. Et elles aussi, elles ont été contentes. Bon, nous passons à côté. Il y avait le café Marty, Nicole Clara, la grand-mère de Nicole Clara, une femme, une maîtresse femme, qui tenait ce café avec 2 de ses filles, Denise et Jeannette. Vous trouverez plusieurs photos d'ailleurs là-dedans. Et j'ai été surprise d'ailleurs quand Nicole m'a apporté les lattes. Il y a M. Guinaud qui se connaît très très bien, la Josiane là. Très bien. Et il y a Paul Maroc, Rive, qui avait travaillé au labo. Vous vous rappelez, Mme Poineau, au début où vous étiez là, de Paul. Et donc, elle tenait très très bien ce café. Puis après, donc, il y a eu monsieur le père Prévost, monsieur Prévost. Donc, le café a très bien marché. Et à côté, ils avaient une salle qui était salle de bal, où toute la jeunesse de Bagnoul a dansé, et le cinéma aussi. Voilà. Puis, à côté, il y avait là la maison du Petit Coin, où le docteur Brutz y avait été. C'était monsieur Retsch, qui était parent avec Yves Retsch aussi, qui faisait représentant en vin. T'en rappelles pas? Oui, il y avait M. Aymon aussi. Hein? Il y avait M. Et alors, il y avait Edmond, que sauce que Roseras, et Capolret-Teniras. C'était M. Edmond, qui était la figure de Bagnoul, qui était dans un fauteuil roulant, qui a promené toutes les filles de l'école. Ils nous attendaient là, hein, vous en rappelez?
Et il nous promenait, il nous amenait à la cour de l'école, puis il revenait en chercher une autre, qui serait de Touraine. Et donc, il était estropié, il avait les deux jambes là, mais vraiment comme ça. Elles avaient peut-être 20 cm sur chaque genou, voilà, un cheveu du genou en bas. Mais alors, il était chef de l'amicale de Gênes, et quand on dansait, parce que les filles ne payaient pas, mais les garçons payaient, quand il y en avait un qui n'avait pas payé, qu'il le voyait danser, et il lui disait « Vineki !» Et il fallait aller payer. C'était une figure aussi de Bagnols. Bon, ensuite, on tourne par là. Là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Gaston Barbe, qui avait le garage, Charmatra, qui faisait dans les transports, qui faisait du charbon, du bois. Il y avait Madeleine, qui tenait la maison, sa sœur de Gaston. Puis, plus au fond, à un moment donné, il y a eu, chez un particulier, le crédit agricole qui s'est ouvert dans la salle à manger d'un particulier, avant d'être ailleurs dans Bagnols, et dans la promenade n'allait pas plus loin, quoique tout droit, l'avenue toute droite, hein, ça s'arrêtait, il n'y avait pas d'avenue vers le Puy-Delmas. C'était un tout petit sentier avec la digue de la rivière, où les Puy-Bazins, vous descendiez du Puy sur la digue, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Ensuite, quand vous tourniez, il y avait le docteur Parcé. Et puis, il y avait, là où est Madelot, il y avait Pagès, qui était une grande propriétaire de vigne. Voilà. Et puis, bon, donc on revenait là. Alors, on revenait, on passait là. Il y avait Bertha, qui vendait aussi son vin, M. Bertha, le grand-père de Bertha. Ah oui, alors il y avait les caves Olivier. Les caves Olivier, là où est la résidence après le pont, c'était les très grandes caves anciennes, puisque les vraies caves Olivier étaient vers le labo, maintenant. Bon, donc là, il y avait les caves Olivier. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui travaillaient, préparaient le vin, ils montaient avec des charrettes ou alors avec Gaston Barbe qui leur montait les tonneaux. C'était des femmes qui poussaient les tonneaux pleins, hein, Monique Filière, Georgette Claire, la Marie-Mousse, tout ça, elle poussait bien mal. Hein. Après, donc, on allait alors chez Philippe Blanc, qui était lui électricien. Il n'y avait pas encore la pergola. Donc après, on allait, il y avait là où il y a le Saint-Sébastien maintenant, il y avait les caves des Géophrapies. Là, elle faisait les caves, là, elles avaient le vin. Qu'elle vendait, mais on y viendra, derrière la place Vasser. Et donc, ensuite, il y avait le Grand Hôtel, il y avait la Villa Camille, bon, mais ça c'était particulier. Et il y avait les caves d'Olivier qui ne fonctionnaient plus en tant que caves, disons, déjà à mon époque. Il y avait encore les jardins très jolis et tout, mais j'ai visité mon bureau en haut, et je connaissais très bien les caves Olivier pour y être allé quand ils y ont mis la crèche d'Elne, de la pouponnière d'Elne. Moi j'ai été voir avec une de mes tantes œuvrer pour cette crèche. Et ensuite dans le Grand Hôtel. Et puis le laboratoire par seconde. Et alors quand on remontait, il y avait la véranda, qui était la propriété de l'hôtel Canal, que les Allemands ont fait sauter. Il y a eu la potinière que les Allemands ont fait sauter, où là j'ai vu de belles choses, mais interdiction de rentrer, c'est pas si riche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même le peuple et les riches. Il y avait une différence qui se marquait. Les demoiselles des riches n'ont pas usé leurs talons sur la place là. Elles allaient danser à la poutinière. Et nous, on n'avait pas le droit. Parce que moi, je me souviens d'une fois, juste avant la guerre, puisqu'après la guerre, c'est les Allemands qui l'ont fait sauter, qu'il y avait des bals à thème.
Et ce jour-là, il y a eu comme thème les chapeaux. Et les mamans avec qui on étaient assises au canot, parce qu'il y avait des canots le long de la plage, et nous sommes allés nous asseoir, la sœur de Denise, où non, on n'est pas par là, Denise. Oui, là-bas. On est allé s'asseoir sur les jardinières qu'il y avait de chaque côté de l'entrée. Alors là, on a vu arriver une belle décapotable, avec une demoiselle magnifique, habillée avec une robe, je vais voir quand je ferme les yeux, en tulle vert, bien cintré du corps, tout élargi à plusieurs couleurs de vert. Alors ça faisait des reflets, c'était magnifique. Et sur la tête, la potinière en carton. Elle avait le chapeau, la potinière. D'ailleurs, elle a gagné le premier prix. Et évidemment, on est allés, nous. Et alors, on s'avançait. Ah, nous a dit non, non. Regardez, ils vont repartir. Donc, là, nous revenons en ville. Il y a moins de choses à raconter, mais fait, quand vous passez derrière la rue de Bassère, rue Jean-Bart, oui. Là, il y avait la boulangerie Car, qui est maintenant la boulangerie Siro. Il y avait Marcel Pou, qui était boucher, il y a la photo là aussi. Et j'ai appris, malheureusement, trop tard, mais ça, moi, je ne l'avais pas connu, donc je ne pouvais pas le mettre, qu'avant qu'il y ait Marcel Pou comme boucherie, il y a eu une boulangerie qui était tenue par l'arrière-grand-père, je pense, de Madame Desmarty, qui avait le... Et j'ai la photo. C'est dommage parce que j'aurais pu aussi la mettre. Bon, après, il y avait Madame Tanière. Madame Tanière, son mari faisait les articles de pêche et chasse, et elle représentait les galeries Lafayette à Paris. Et elle travaillait bien, hein, parce que les gens y allaient beaucoup, et puis les gens, souvent, ne payaient pas complètement, ils payaient à crédit. Ils payaient à crédit quand, après le truc de pêche, ou alors quand les coopératives payaient le vin, ils allaient payer ça, ils étaient, enfin, la plupart étaient très honnêtes, comme le disaient les commerçants, jamais il ne nous manque rien, ils viennent chaque fois. Voilà. Ensuite, plus haut, il y avait en bas des escaliers de la rue Saint-Pierre, il y a une maison encore où il y a une piscine, une terrasse de piscine, oui. Encore elle existe. C'était chez Noé. Alors là, Noé aussi, c'était l'odeur. Mais une odeur de graines, du blé, du maïs, tout pour les oiseaux, les poules, parce que les gens avaient des poulailles et des poules, donc ils achetaient. Et une odeur, le vendredi, une odeur de morue. Ils se mêlaient à tout ça. Mais c'était très propre. Les sacs étaient blancs, et alors ils étaient roulés d'en haut, pour qu'on voit la marchandise dedans, avec la pelle. Enfin, c'est des choses qui me restent. On descend la rue Saint-Pierre. Plus haut, il y avait aussi une coop, dont il y a une nièce là, qui avait ouvert cette coop, Madame Laran, donc, et après elle l'a vendue au coop, qu'il y avait dans tous les villages. Après, donc, dans la rue Saint-Pierre, il y avait Madame Blanc, qui était la belle-mère de Pierre Rossel, qui était mort justement à la guerre, qui tenait une épicerie, une petite épicerie. À côté, il y avait une boulangerie. Cette boulangerie, chose étrange, a été fondée par une cousine germaine de ma grand-mère. Donc, j'ai la photo là-dedans. Après, ça a été vendu à Pagès, Henriette Massorte. Vous connaissez Henriette Massorte, la mère de Gilbert Massorte. Donc, son grand-père avait ce loger. Après, elle a été vendue à Manal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après Manal? Avant Manal, il y avait eu M. Villard. Voilà, oui. Après, il y a eu Manal, et après... Oh, c'est pas Tavers? Oui, non, Tavers c'est plus bas. Donc Tavers c'est plus bas. Alors, quelques trucs
quelques portes plus bas, il y avait Villa, voilà, oui, voilà. Et donc après, il y avait dans la boulangerie Tarès, des gens très très gentils, Guy Tarès, je le connais moins, mais bon. Et de l'autre côté, alors, quand on descend à droite, dans la rue de la Paix, il y avait Madame Jonca. Madame Jonca qui vendait du vin, qui était très très gentille, très dégourdie, une femme adorable. Et elle représentait une maison de nettoyage de vêtements aussi, donc elle faisait les deux. Et dernièrement, on m'a dit qu'il y avait une petite épicerie que les Cavassottes avaient tenue. Mais moi, ça, je ne m'en rappelle pas. Mais Cavassottes. Ah, mais c'est toi qui me l'as dit. Voilà, oui, ça, je ne savais pas. Bon, après, il y avait la Palade de Marie, Paul Marie, dite la Palade. Il y a la photo là aussi. Ensuite, en retrait, il y avait un bijoutier, il y avait un menuisier, Guy Sert, dont le frère était secrétaire de mairie. Guy Sert, oui, mais son frère était menuisier, après il a quitté. Et en face, il y avait une mercerie tenue par Madame Aurillac. Un peu plus bas, il y a eu, qui maintenant est marchand de chaussures, mais enfin, c'était la boucherie Estève. Ils ont tenu longtemps. En face, il y a la maison de l'amiral Villaret, une maison en pierre, différente. En bas, dans la cave, il y avait un homme que j'adorais, le père Laclare. Le père Laclare, parce que je l'aimais beaucoup. Jean Laclare, qui était adjoint au maire. Ce monsieur Laclare était adoré par les enfants qui, en 1937, ont été hébergés au Mazretch pendant la retirade. Ce monsieur Laclare montait les voir presque tous les jours. Et tous les dimanches, il apportait à manger chez lui. Il les amenait à manger. Ces jeunes sont revenus à Bagnols. Moi, j'ai des amis intimes. Carmen, j'adore. Et toi, tu en as aussi. Il y en a un qui est parraine de toi, non? Ça, la femme d'un est parraine de Béa. Voilà, de Béa, voilà. Massas. Oui. Et alors, quand il parlait, alors nous sommes allés à Barcelone après la guerre, et les voir, on est passé avec mon mari, on est allé dans toutes les familles de ces gens. Hein. Nous ont tous invités, les bras ouverts. Bon. Et tous Missier Laclare. Mais alors, c'était une adoration qu'ils avaient. Hein. Missier Laclare. Ah, qu'est-ce qu'il est? Ah, il est mort pour vrai. Mais il y a des survivants. Hein. Bon, vous donnez le bonjour. Vraiment, c'était un homme sensationnel, moi je sais. Et en plus, alors, il faisait poissonnerie et marchand de légumes et un petit peu d'épicerie. Et ils allaient chaque soir avec le papa à Francy, qui était son gendre, Georges Laclare, le fils, ils allaient à Port-Vendre acheter du poisson avec une vieille camionnette, vous en rappelez. Et le lendemain, il leur restait pas beaucoup, mais un peu de marchandises. Monsieur Laclare, ça je l'ai vu, se mettait sur le pas de la porte, à Marguerite, elle passe boire contente, il se mettait sur le pas de la porte, mais il ciblait les gens, hein, c'était pas n'importe qui, c'était des familles nécessiteuses. Il leur disait, hé, Nine, qu'est-ce que tu fais à ton mari pour dîner aujourd'hui? Une fois la femme lui disait, dis-toi, ça te ferait pas plaisir pour 50 centimes ce paquet de poissons? Au lieu de le jeter, eh bien, il le donnait pour 50 centimes. C'était des actes que, pas beaucoup, il y en avait hein, qui le faisaient les marchands, avec les légumes, tout ça, mais pas beaucoup le faisaient. Hein, voilà. Donc, ensuite, il y avait donc derrière du garage Julia, parce qu'il prenait toutes les maisons qu'il y avait. Et à côté, il y avait, à côté d'Estève, un peu plus bas, il y avait, eh bien, où est maintenant Mérieux,
au magasin de Mérieux, il y avait un bijoutier, qui est le grand-père d'Arlette Retsch, et qu'on appelait Chêne-Monde. On l'appelait Chêne-Monde. Et ce pauvre homme, une fois, je l'ai trouvé sur la route des Orangers, là, au chemin des Orangers, qui n'était pas bétonné, c'était de la terre. Et on était en vélo tous les deux. Lui avec son vélo comme ça, comme Arcaval, et moi j'étais là. Et je lui ai crié, aïe, l'homme, écartez-vous, écartez-vous. Mais Nine, il me dit, mais tu as assez de place. Je suis allé me ficher sur lui. Et les gens m'ont tiré, pauvre homme. Et nous sommes tombés tous les deux. On s'est pas fait mal, c'était dans la terre. Et alors, donc, après Chêne-Montre, il y avait la pharmacie Masson, là où est le Passion. Voilà. Et quand Masson, pendant la guerre, a construit la pharmacie devant la plage de la Houdet, il y a eu Costa, le pâtissier, qui s'y est desservi. Alors ça, c'était déjà très gentil, mais elle, j'ai une histoire de ton père, tu permets que je la raconte. Parce que un jour, c'était des gens très affables, hein. La jeunesse de Bagnols y allait, la faisait parler dans un coin, et pendant ce temps, les autres mangeaient les gâteaux. Et ce jour-là, le père de Francine, Cambré, il va, parce qu'on le connaissait, il va chercher des gâteaux. Et il lui dit, Madame Costa, combien de temps il y a, et qu'on se connaît, il y a longtemps, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on était encore plus jeune que maintenant. Hein. Oh, vous savez, Madame Costa, il lui dit, parce qu'il aimait tellement rire. Madame Costa, moi je vous ai vu le jour de votre mariage, vous portiez une jolie robe noire. Comme? Mais non, j'étais en blanc. Ah non, Madame Costa, je vous assure que j'y étais. Il lui a fait dire, ah, peut-être oui. Mais alors, quand il nous le racontait, ton père, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc bon, après, alors il y avait Molicoy qui vendait du vin et des espadrilles. Là où il y a le glacier maintenant. On passe la rue Saint-Sébastien. Donc, d'un côté, il y avait M. Salabert et la boucherie, là où est la poissonnerie maintenant. Là, ils se sont succédés 3 bouchers, avant 3 ou 4 bouchers même, avant la poissonnerie. Ensuite, en face, il y avait la ruche du Midi, c'était des trucs de succursale, ça, des magasins. La ruche du Midi, tenue par Gertrude Trouillette. Et ensuite, il y avait la maison Kenta, Madame de Veras, alors avec 2 vitrines immenses. Alors là, on en sortait toujours habillé avec quelque chose de noir parce qu'il y avait tellement de choix, du bouton à la culotte, au soutien-gorge, à l'imperméable, au chapeau. Ils vendaient de tout. Madame Kenta était toute petite. Vous l'avez connue, vous, hein, Kenta? Oui. Oui, hein. Pas Bogaras, non, Madame Kenta. Oui. Non, bon. À côté, il y avait Madame Gineste, l'épicerie fine. Alors, c'était les beaux-parents de Papette. Filo. Non, pas Rufino. Escriva. Voilà, Escrive. Escrive. Ensuite, mais je vais vous fatiguer, je vais arrêter. Et ensuite, donc, il y avait de la épicerie fine, alors il y avait la Meille d'Or, qui a été tenue, il y avait dessus, par 2 ou 3 personnes aussi. Il y avait Lolo Mayol qui l'avait eu, Fontauban, il y avait Pi, Justine et Justin, ils étaient 2, qui étaient les parents de l'avocat Pi. Voilà, c'est ses parents qui ont tenu très très longtemps, de jeunes, de tout jeunes. Hein. Je crois que Pi même n'était pas né encore. Et donc, ensuite, il y avait 2 ou 3 maisons, donc, et à côté de la maison Bague, en bas, là où il y a l'arbre, le truc de l'Anchois maintenant, il y avait Monsieur Alcovert, qui lui vendait des tissus magnifiques. Et que cette boutique n'était pas. C'était grand, très grand, en longueur, mais il n'y avait que la porte qui donnait de l'air à cette boutique.
Alors quand on rentrait, on sentait l'odeur du lin, l'odeur des bleus de travail. Ça avait une odeur d'un congé dans le nez. Il y a des magasins, c'est vrai, hein, je suis resté. Et M. Alcovert, derrière, toujours avec son maître à la main, prêt à vous livrer, évidemment, avec quoi. Lui aussi faisait crédit, par exemple. C'était la solidarité. Après, il y avait le café bleu. Et bon, et puis là, alors après, on prend la rue, si vous voulez que je continue, mais peut-être ça vous fatigue. Non, après, il y avait avant, dans l'avenue du Puy-de-Mas, là, donc quand on est au Café Bleu, et on tourne, là où il y a le bijoutier, il n'y avait rien. Plus tard, il y a eu, oui, mais de mon époque, non. Et il y avait la rue d'Aristide, il y a la maison d'Aristide de Mayol, qui servait de dépôt aux armateurs de l'Amparo, M. Santenac de Perpignan et M. Badi. Et au mois de juillet, je crois, la maison a pris feu, il y avait de l'essence et des filets, et la maison a pris feu. Bon, ça a été vite éteint, les pompiers sont allés, et c'est M. Coma qui par la suite l'a acheté, il a fait son magasin de chaussures qui est un fleuriste maintenant. Voilà, là où il est fleuriste. En face, il y avait un serrurier, Marie, qui s'est suicidée au 3, et il y avait la COP. Voilà. Ses parents. Il y avait ses parents qui tenaient la COP, Justin, et on allait avec Marguerite promener tous les dimanches avec Antoinette Mas-Ginette, avec ta soeur. Voilà. Oui. Puis il y avait la douane, à côté de là où il y a le bijoutier maintenant, la bijoutière maintenant, à côté de la COP. Alors, j'ai appris dernièrement aussi qu'une tante de Madame Desmarty avait l'épicerie Espérance, mais moi je n'y ai connu qu'Argence Baille, la maman de Baille, qui était vallée de France. Vincent Baille, voilà. Donc j'ai connu eux, et puis après, donc, il y a eu Guinaud, qui a pris la charcuterie, et puis il y a eu Mathieu, voilà, et maintenant il y a rien. Ensuite il y avait Conrado, qui avait aussi le salon de coiffure, et que c'est Annick Mayol qui l'a remplacé. De l'autre côté, donc il y avait la douane, voilà. Et à l'angle, il n'y avait rien. Plus tard, il y a eu une esthéticienne. Il y en a une encore, c'est toujours l'esthéticienne. Ensuite, l'hôtel au Fiolet. En face, à côté de l'église, il y avait la maison Ross, qui faisait les transports. José Ross. Oui, tu l'as connu. Oui, comment elle s'appelait? La maman de Maryse, infirmière. Esther. Maryse Esther. Et sa maman, comment elle s'appelait? Mimi Rose. Voilà. Mimi Rose. Ouais, tu as connu. Oui. Beaucoup l'ont connu. Oui. Non, Mimi Rose. Tu as connu la mère de Maryse. Donc il faisait le transport. Après, un peu plus loin, il y avait un photographe, M. Serroux, qui malheureusement pour lui était juif, et quand les Allemands sont arrivés, ils l'ont emmené et il n'est jamais plus revenu, le pauvre. Après il y avait l'Étoile, qui elle a été en 1921, donc, et vous savez pourquoi elle s'appelle l'Étoile? Oui, mais tu vas leur dire. Je vais vous le dire. Certains ne vont pas le croire. Hein. Certains ne vont pas le croire. Non. Mais c'est la réalité. Mais bien sûr. L'Étoile a été formée par un groupe de gros propriétaires de Banyuls. Et on cherchait quel nom lui mettre. Et un jour, à une réunion, en parlant, il y en a un qui dit « Mais on pourrait l'appeler l'Étoile. » Ah bon? Et pourquoi tu veux lui mettre l'Étoile? Eh bien, parce que le président s'appelle Paul
R, donc ça fait polaire, l'étoile polaire. Non mais c'est la réalité. C'est la réalité, mais personne ne veut le croire. Je dis ça. Je te l'avais dit. Personne ne voulait le croire. Quand j'ai expliqué à Paulette, elle n'a pas vu. C'est ça, hein, c'est la réalité. Je continue sur l'avenue du Puy-Delmas, parce que sur l'avenue du Puy-Delmas également, il y a quelque chose que une personne qui s'en rappelle là, c'est le mari de Pierre Tarot, Livigno. Roffes. Hein? Roffes? Non, Colomine. Colomine. Où il est? Colominas. Où il est, monsieur Colomine? Corominas. Corominas. Pollen. 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 Je l'ai vu arriver. Il est bas, il est parti alors. Je l'ai vu. Là, dans la rue des Rosiers, quand on monte au Puy-Delmas, il y a une petite rue. Petite. Voilà. C'est la maison de Madame Barbe. Oui. Là, en bas, il y avait un lavoir. Et pendant la guerre d'Espagne, il y avait une dame qui venait d'Espagne, qui cherchait à aider les pauvres gens. Et avec les Quakers, une société qui s'appelait les Quakers, elle a décidé de monter une petite épicerie qui s'est appelée le Centre Espagnol, qui a été tenue par cette dame qui, elle, en Espagne, était sage-femme, qui n'avait rien à voir avec le commerce privé, mais qui a rendu service à pas mal de réfugiés espagnols. Et cette dame, elle était chez la grand-mère de ma cousine, donc qui leur a prêté le lavoir, il y a la photo là-dedans, vous la trouverez, qui leur a prêté le lavoir et qui a fait, donc ça s'est appelé le Centre Espagnol. Et cette dame, d'ailleurs, quand en 1942, les Allemands sont arrivés là, elle est partie dans le Gers, je crois, et elle est rentrée dans le maquis, c'était une grande résistance, donc c'était quelqu'un de bien aussi, voilà, qui a aidé les gens de Banyuls. Et puis en montant, bon, oui, il y avait le tonnelier, il y avait Boé, de l'autre côté, il y avait le père d'Armand Bosque, il y avait aussi un petit atelier, il n'y avait pas d'épicerie encore, l'épicerie s'est montée beaucoup plus tard. Et puis il y avait la Banyulenque, ça c'était alors les petits propriétaires de Banyuls qui ont apporté leur vin là, et voilà. Et après alors on monte au Puy-Delmas. Capitale. La capitale, voilà. Il faut le dire, il faut le dire. La capitale. Et alors, quand on arrive sur la place, il y avait la Grèce qui faisait épicerie, qui faisait café. Et au premier étage, pendant que les Allemands étaient là, et bien les jeunes, on allait danser en haut, dans les salles de la Grèce. Les Allemands venaient jusqu'à 10 heures quand même. Hein. Enfin, moi, je ne suis jamais habité avec eux. Et vous chantiez une chanson. Il nous est arrivé une histoire. Donc, ensuite, il y a eu à gauche le Pastorette qui faisait boulangerie, épicerie pendant très très longtemps et qui était vraiment affable, ouais. C'était vraiment la famille. Quoi. Et ce monsieur allait livrer les tourteaux, vous savez les tourteaux à l'anis, il faisait les tourteaux à l'anis, il allait livrer ça à Cospron, à Polille, au Mas. Et il y avait des jeunes de Polille, que l'on connaît, qui l'attendaient au col de Père Carner. Il le laissait descendre jusqu'au Cyprès qu'il y a, et quand il était au Cyprès, eux, ils descendaient à toute vitesse, et hop, il lui chipait un tourteau à l'anis. Et lui, il le voyait, il la faisait. Combien de fois ils l'ont fait, jamais ils n'auront rien. Maintenant, ce serait. Et après, il y a eu aussi une autre épicerie qui est dans le bas, la Pernoude. Retsch, voilà. La Pernoude. Qui elle faisait, je pense, que épicerie et tabac, non? Épicerie sur tabac? Oui. Bon, mais après, en revenant dans le village qu'on a oublié, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue Pommier.
Alors la rue du Gommier, il y avait M. Pélissé, il y avait la pâtisserie, il y avait Rufino qui vendait. Alors chez Rufino, nous faisions la queue pendant la guerre. Il y avait beaucoup de monde, évidemment. Et Rufino était très très gentil. Il y avait une dame qui était la dame de la Villa Camille, Madame Pagès, qui, son mari était Gouverneur. je ne sais pas quoi, Cochinchine. oui, voilà, il était très élevé à Indochine. Il était venu en congé. Et quand il a entendu que les Allemands arrivaient, il est parti. Mais elle est restée, et quand elle a voulu partir, elle n'a pas pu. Donc elle faisait comme nous, elle faisait la queue pendant la guerre. Et M. Rufino, de temps en temps, quand il arrivait, hé, Madame Pagès, je l'ai, hein. Et nous, une fois, on se retourne. Et alors, il avait porté une grappe comme ça, de piment de Cayenne. Eh bien, vous n'y croirez pas, cette madame, elle s'est mangé les piments de Cayenne pendant qu'on faisait la queue. Que même une personne qui était allée chercher du pain, lui a proposé un morceau de pain pour couper le fond du piment. Elle a dit non, non. Non, non. Elle s'est mangé tous les piments. Bon estomac. Administrateur en Indochine. Ah, administrateur, c'est ça, administrateur en Indochine. Et alors, ensuite, mais il n'y avait plus rien. On passait par le manoir, on redescendait la rue du Gommier. Alors, à la rue du Gommier, il y avait Fontauba, qui était ferronnier. Forgeron. Et alors, à l'époque, on faisait des jolis souliers, des chevaux, des mulets, les pointes des outils. Et alors, moi, j'habitais pas loin. Et en été, j'aimais beaucoup le marteau sur l'enclume, le bruit que faisait le marteau sur l'enclume. Ça ne me gênait pas du tout, j'adorais ça. Bon. En descendant un peu plus, Niccolo, le maréchal Ferrand aussi, après, qui est allé à la zone industrielle après, il a fini, et qui avait commencé dans une petite cave dans la rue Saint-Sébastien, en face chez Salabert, la maison de Salabert, là où est Madame Moreno, la maison Moreno, là, quand elle a agrandi sa maison, elle a acheté cette petite cave. Et donc il a commencé ici. Après, il est allé donc dans la rue Saint-Jean-Baptiste, chez Abel. Azema. Voilà, c'est ça, Antol. Oui. Et oui, il est allé là aussi. Puis un peu plus bas, il y avait Tubert, peintre Tubert. Alors sa façade, je ne sais pas si vous en rappelez, toi non, Pierrette, tu ne te rappelles pas de Tubert? Oui, tu n'étais pas allé devant la façade. Il avait une façade, moi, qui me plaisait, parce qu'il essayait toutes ses peintures sur la façade. C'était magnifique. Puis après, alors, il y avait la boulangerie Ferré. Voilà. Et c'est là. On a fait le tour. Et je pense qu'on a fait le tour. C'est super. Bravo, le chef. C'est dans le temps, et c'est vrai qu'au départ j'avais dit à Louisette on pourrait faire ça le soir, on appellerait ça la veillée, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est tous assis puis on a tous écouté Louisette, comme on pouvait écouter dans le temps les mamies qui racontaient des histoires. Voilà, dans la... et ça c'est très très intéressant. Et avant de partir, déjà on voudrait vous remercier d'être venus, je pense que ça a fait énormément plaisir à Louisette, et puis quand même on a une petite surprise pour elle, donc je relaisse la parole à son fils. Merci, vous avez fait le tour de Magnols. De souvenirs, que de souvenirs. Un peu tout le monde, même ceux qui ne sont pas de Magnols. Hein. Vous avez pu avoir une aperçu de ce que c'était la vie de Magnols. Je veux remercier Christine d'avoir accompli cet énorme travail qu'elle a fait, ma mère. Mais je voudrais quand même associer mon père.
faut pas l'oublier. Jacqueline. Bonjour. Et je voudrais que 3 personnes rentrent, s'il vous plaît. Ah oui, bravo. Bravo la famille. Alors, que je vous explique, ma fille, mon gendre, ma petite fille. Il va que je Effectivement, il en manque un. Le fils, malheureusement, il travaille aujourd'hui. Et je suis allé les chercher quand même à Perpignan au midi. Elle le savait, non? Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas. Il ne savait pas qu'ils arrivaient. Super. Bien. Je pense que chacun d'entre vous peut-être voudra s'approcher pour avoir un livre. Et je pense que Madame Louisette vous invitera à prendre un petit pot tout à l'heure. Super.